quelques rappels sur quelques notions de SVT, Sciences de la vie et de la terre. À côté de M. Abdelaziz Gueye, il y aura aussi M. Mboup qui nous vient de Kaffrine, Cheikh Mboup, professeur de français. Il a bien voulu faire le déplacement très très généreux de sa part et aujourd'hui il nous fera un cours autour de l'étranger d'Albert Camus. Mais en attendant, nous donnons la parole à Inspecteur Seck. Inspecteur, toujours lui aussi au garde à vous. Merci d'avoir répondu à l'invitation et de répondre toujours. Merci pour votre engagement, pour votre détermination, mais aussi votre abnégation. En tout cas, la salle des professeurs, les apprenants vous disent mille merci. Principalement les tout petits qui sont en classe de CM2. Bonjour Aïssatou Mbène, c'est toujours un plaisir d'être là et de partager avec les plus jeunes, celles-là et celles-là de l'école primaire. Et remercier aussi encore une fois de plus l'éminent professeur, le docteur Massamba. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul à le faire, parce qu'il est bien aimé des Sénégalais, notamment des grandes personnes et des jeunes qui sont consciencieux en fait, du développement et de la citoyenneté. Et ceci étant dit, nous recevons beaucoup de retours, comme il l'a dit, et j'en profite d'aller jusqu'à Medina Yoro Fula, à Mif, ou Hassan Lo, que je salue au passage, qui est un inspecteur chargé de l'enseignement arabe, mais qui suit, et qui disait à quand l'arabe. Je dis que c'est déjà fait. Donc Hassan, revoyez au niveau de la salle des profs, notamment au niveau de YouTube. Et aussi un autre qui est à Goudomp, qui s'appelle Amadou Fall, qui suit. Donc voilà ce que j'avais à dire. Ça fait plaisir. Et nous sommes toujours là, Inch'Allah. Oui, toujours là au service des apprenants, toujours là au service des tout-petits. Et aujourd'hui, nous allons voir la correction avec la dictée d'hier, la dictée truffée de fautes, si je peux dire comme ça. D'accord, à vous le tableau, s'il vous plaît. L'inspecteur Dame Seck, formateur, inspecteur de l'éducation élémentaire. D'abord, une correction de la dictée d'hier, s'il vous plaît. Voilà, merci. Comme vous l'avez dit, une dictée truffée de fautes ou bien une dictée à trous, c'est selon, comme dit souvent le professeur Massamba. Voilà donc la dictée, chers enfants, chers élèves. Il y avait des fautes, il y en avait une dizaine. Et voici la correction. Dansou aimait beaucoup les oiseaux, donc aimer c'est AIT et non pas AIS. Parce que ici, Dansou, ce n'est pas une faute, ça a été souligné, mais c'est la machine. Aimer AIT parce que Dansou, c'est la troisième personne du singulier. Beaucoup, les oiseaux, terminaison de beaucoup, P, oiseau X. Sa distraction favorite était de les dénicher et de les mettre en cage. Et là, il y avait un cas. Parce que souvent, avec maintenant les textos et les SMS, on a tendance, partout où on entend que, à mettre un cas. Et là, donc, il y a un C. Cage, c'est écrit C-A-G-E, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Un jour, au hasard d'une promenade, hasard, terminaison, D. Il faudra bien retenir ça. Hasard, c'est écrit avec D. D'une promenade, vous pouvez dire promenade, parce que souvent, par interférence linguistique, certains enfants peuvent penser promenade, mais on écrit promenade. Il découvrit, IT, passé simple, un ni, terminaison, D, au fait d'un vieux manguier. Et fait ici, j'en profite pour dire que ça signifie sommet. Fait, F-A-I, accent circonflexe, T-E. Donc au sommet d'un vieux manguier. Deux de ses amis l'accompagnaient. Le C là, c'est un C possessif. Ce sont les amis de qui? Les amis de Dansou. Donc si le C appartient à celui qui parle, le C s'écrit S-E-S et non pas C-E-S comme un démonstratif. Deux de ses amis l'accompagnaient, accompagnaient A-I-E-N-T. Imparfait de l'indicatif, troisième personne du pluriel. Voilà donc, je pense qu'il y en a qui ont fait 0 faute, comme disait Aïssatou Mbène. Il y a d'autres peut-être qui ont fait 1 ou 2, mais toujours est-il que reprenez encore ce texte. Pour celles et ceux qui ont fait plus de 2 fautes, reprenez avec maman, avec grand frère, avec grande sœur. Reprenez la dictée jusqu'à ce que vous fassiez 0 faute. C'est ce que je vous conseille. Maintenant, pour le titre, afin que ça ne déroute pas les petits du CM2, parce que souvent le titre doit être à l'intérieur du texte. Donc quand on leur dit une promenade qui finit mal et que dans le texte, il n'y a rien dans la promenade qui finit mal, cela peut en fait les dérouter. Ce texte a été coupé, d'accord, parce qu'à la fin de ce texte,
ou bien dans ce texte, Danso est monté sur le manguier, il a vu le nid dont on parlait, il s'est saisi du nid, pensant qu'il y avait des œufs d'oiseaux, et quelque chose sortit et s'enroula autour de son bras. Et quelle est cette chose-là qui est sortie? À partir de s'enroula autour du bras du petit chasseur qui est Danso, vous allez me dire à côté, ah voilà, il y a quelqu'un qui a trouvé. C'est un serpent, effectivement. Donc, il sortit du nid et s'enroula autour du bras du petit chasseur qui est Danso. C'est pourquoi le texte s'appelle une promenade qui finit mal. Parce qu'ils étaient sortis se promener et vous voyez ce qui est arrivé. Et naturellement, Danso a dû dégringoler, tomber. Mais quand même, il y a eu plus de peur que de mal. Voilà donc, et c'est tout. Je pense qu'il faut imaginer la suite sous forme de rédaction. Voilà. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de les préparer à la production d'écrits. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire en amont, vous le verrez quand nous serons dans le texte qu'ils vont produire, que tous ces éléments-là vont concourir. Maintenant, toujours est-il que on va continuer ce que nous avions fait la dernière fois pour vous aider à trouver ce qu'on appelle les mots de même famille. Il y a certains qui demandaient, est-ce que toujours il faut que l'on enlève la terminaison pour être dans le radical? Vous voyez ici, quand nous sommes dans le participe, vous voyez, si on dit à l'élève qu'il faut toujours enlever la terminaison, il peut être dérouté à ce niveau. Pensant que surpris n'est pas un mot de même famille. Parce que quand on est dans le contexte de prendre, l'infinitif c'est prendre, mais le participe, nous sommes à surpris. D'accord? Voilà. Maintenant, vous avez les deux radicaux ici, du verbe ou du mot. Donc, à chaque fois que vous avez un mot dans une dictée, au niveau des questions, on vous dit donner deux mots de même famille que le mot prendre, vous avez la possibilité de faire un préfixe ou de mettre le suffixe. Et ici, vous avez les possibilités re, sur et ap. D'accord? Quand j'ai sur et prend, est-ce que j'ajoute un ou est-ce que j'ajoute dre? Donc je peux avoir sur, prenant. Je peux avoir aussi sur, prendre. Et je suis dans le radical, prend ou pris. Je peux avoir ici, on a un me, mais c'est avec accent. Quand on veut faire méprendre, se méprendre. Et cela va vous amener, si certains mots vous posent des problèmes, d'aller vers le dictionnaire. C'est ça. Reprendre. Reprendre. Surpris. Repris. Apprendre. Apprenant. Vous voyez? Donc, si vous êtes habitué à faire cela, vous n'aurez presque plus de problème pour faire ce qu'on appelle les mots de même famille. Parce que la famille, je l'ai dit l'autre fois, c'est le papa, la maman et ceux qui sont autour. Maintenant, quand nous parlons de la famille au sens européen du terme, parce qu'aujourd'hui nous apprenons le français, la famille c'est papa, maman et les enfants de papa et de maman. Ici la famille c'est quoi? C'est le radical. Après avoir donc identifié votre radical, vous pourrez enlever à droite, enlever à gauche et essayer de faire d'autres transformations pour trouver d'autres mots. Et tous les mots que vous aurez trouvés et qui existent en français seront des mots de la même famille. D'accord? On va passer au deuxième tableau pour consolider avec vous ce que nous avons dit tout à l'heure. Là, vous avez le radical confort. On vous l'a dit tout à l'heure. Vous pouvez prendre ici et essayer de faire des mots. Comme ce n'est pas sous forme d'exercice, vous avez déjà tous les mots qui existent. On aurait pu vous proposer cela et vous dire de trouver. Mais puisque on est là pour renforcer, donc nous vous donnons l'ensemble des mots. Et vous pourrez enlever confort, mettre ici port, P-O-R-T, du verbe porter. Vous pourrez avoir report, portable, porteur, supporter, supportable, etc. Donc là, nous sommes à confort. Quand vous êtes dans un et confort, vous êtes dans inconfort. C'est un mot qui existe et vous pouvez l'avoir. Inconfortable. Ici.
Comment est formé le mot inconfortable? Qui va répondre? Inconfortable est formé du préfixe in, du radical confort et du suffixe able. C'est la même chose pour le reste. Et vous pourrez avoir inconfortable, réconfortant, réconfort, confortable, confortablement, inconfort et notamment le radical qui est confort. Et l'ensemble de ces mots sont appelés mots de même famille. Donc voilà le temps que vous lisiez et que vous preniez ce tableau. Cela, comme nous l'avons dit tantôt, pourra vous aider quand vous êtes en production d'écrit. Voilà, donc la correction a été faite. D'accord? Nous sommes revenus sur les mots de même famille et nous allons peut-être, avec le tableau, consolider, renforcer sur les antonymes de certains mots. On va prendre des mots très très simples. Par exemple, quand on est dans contraire ou bien antonyme. Le jour. Contraire. Ah, merci. Je vois un élève du C2 qui répond là-bas. On peut avoir la nuit. D'accord? On va rester toujours dans le sens sémantique. Quand on a clair, contraire, sombre. Si on a long, contraire, court. Sauf que quand il s'agit d'une personne, vous ne pourrez pas dire qu'il est long. On va dire que son Excellence, le président Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal, est grand. Mais on ne pourra pas dire qu'il est long. Donc long va s'utiliser avec les choses. D'accord? Donc en vocabulaire, au niveau du CM2, vous aurez toujours besoin, pour l'ensemble des mots que vous aurez à étudier, de voir d'abord le mot dans son contexte d'utilisation et de voir les différents emplois qu'il peut y avoir. Sinon, les sens que nous pouvons avoir. Vous pouvez avoir le sens, voilà, le sens propre et le sens figuré, exact. Et après cela, voir les expressions qui vont aller avec ce mot. C'est seulement à partir de ce moment que vous pourrez, quand on vous dira, par exemple, faites la description d'une personne que vous connaissez à la maison, vous pourrez construire un texte cohérent avec des mots bien utilisés dans leur contexte. Mais si vous apprenez les mots comme ça dans le dictionnaire, on vous l'a dit la fois passée, les mots n'ont pas de signification, n'ont pas de sens. Les mots, en général, n'ont que des emplois en contexte. Et le mot que nous avions pris et qui est très illustratif à ce niveau, c'était l'adjectif frais. Quand j'écris frais comme ça, peut-être quand vous l'entendez, si vous êtes un peu élaboré, vous pourrez comprendre frais. Mais ainsi écrit, frais ne veut rien dire, a priori. A priori, je dis bien. Parce que quelqu'un peut penser que ce sont les frais du voyage. Un autre, comme Dr Massamba Gueye, peut penser qu'on parle du jus frais. Parce que lui, à chaque fois qu'on est dans ces objectifs-là, avec Hassan Gueye, il ne pense qu'à manger. Mais là, on n'est pas dedans. D'accord? Il faut attendre de voir le mot dans son contexte pour pouvoir comprendre le mot et l'expliquer et pouvoir l'utiliser en production d'écrit. Il y a certains de vos maîtres qui me demandent à quand la production d'écrit, mais qu'ils nous laissent encore 1, 2 leçons et on y sera
de plein pied. On va essayer de fixer d'abord les connaissances. Voilà. D'accord. Parce que écrire, c'est un projet en fait. D'accord. Je vais pas. Mûrir. Voilà. Et après ce cours, nous allons revenir demain, sûrement, en calcul encore, sur la règle de 3 et sur les pourcentages. Comment prendre un pourcentage d'un nombre, mais surtout leur expliquer, quand on dit 5%, qu'est-ce que cela veut dire. D'accord? D'accord. Voilà donc, pour ne pas trop vous alourdir, parce que souvent nous sommes en vacances et il y a trop d'exercices. Revenez encore sur les mots de même famille, sur les contraires, et n'hésitez pas à poser des questions pour ceux qui le peuvent sur la page. Nous pourrons, Inch'Allah, essayer de répondre. Voilà, sur la page Facebook de votre émission La Salle des Profs, c'était la présentation de M. Seck, Dame Seck, inspecteur de l'éducation élémentaire, mais aussi formateur qui gère sur ce plateau pour nous les tout petits. J'espère qu'aujourd'hui vous avez pris bonne note. Vous allez pouvoir faire la différence et utiliser excellemment, très bien les mots. Et je pense que ce qu'il faut finalement retenir, c'est que les mots n'ont de sens que dans un contexte. Merci beaucoup, Monsieur Seck. Maintenant, bon, c'est entre Secken et Guèyen. Nous allons accueillir un Guèyen sur le plateau. Monsieur Abdulaziz Gueye, je pense, je l'ai dit tantôt, il est déjà passé. Il revient aujourd'hui avec nous sur le plateau de la télévision Futur Média, votre émission La Salle des Professeurs. Il est là, Monsieur Gueye. Merci Assou. Oui, bon. C'est ça qui est normal. Le maître, il est debout et l'esclave, il est assis. Effectivement, c'est ça qui est normal. Bon, avant de commencer... Ça, c'est la riposte de Dr Massamba. J'attendais mon moment. Merci, professeur. Merci beaucoup. Merci bien. Bon, avant de commencer, il est intéressant de faire ce qu'on appelle un geste pour rappeler aux élèves toutes les précautions qu'ils doivent prendre pour éviter la contamination au corona. Oui. Donc, c'est important. C'est important. Oui. Les mesures d'hygiène, c'est ce qui justifie aujourd'hui le dispositif. Il est bien servi par un Guèyen. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est important. Les mesures d'hygiène, c'est ce qui justifie aujourd'hui le dispositif que vous avez vu sur le plateau de votre émission, La Salle des Professeurs. Maintenant, place à un Guèyen après le Secken. Merci beaucoup. C'est important. Bon, aujourd'hui, nous allons changer un peu de méthode. Nous allons commencer à vous proposer, chers élèves de la classe de 3e, un exercice portant sur la respiration chez l'espèce humaine, un exercice qu'on va corriger et commenter. Et après le commentaire du corrigé de l'exercice, on va passer à quelques rappels. Ici, nous avons un exercice, la respiration en altitude. On va lire ensemble. Lorsque l'on se déplace en montagne, à partir d'une certaine altitude, des troubles apparaissent. Des maux de tête, des vertiges, une accélération du rythme cardiaque et surtout des difficultés à respirer. Le rythme respiratoire augmente aussi à chaque inspiration et chaque inspiration devient plus profonde. C'est ce qu'on appelle le mal des montagnes. Pour connaître sa cause, on a mesuré à différentes altitudes la quantité de dioxygène présent dans un litre d'air atmosphérique. Les résultats obtenus sont consignés dans la figure ci-dessous. Et nous avons comme question, la première question, on nous demande, ou bien on vous demande, chers élèves, de décrire la variation de la quantité de dioxygène en fonction de l'altitude. À la deuxième question, on vous demande aussi à quel problème est confronté l'organisme en altitude. Et à la dernière question, on vous demande d'expliquer, évidemment, comment l'augmentation des mouvements respiratoires permet de compenser la faible teneur en dioxygène de l'air. Ici, la plupart du temps, le problème que les élèves rencontrent, c'est quoi? Le problème se trouve dans l'analyse de la courbe. Parce que la plupart du temps, les élèves, au lieu de vous parler de ce que traduit la courbe, les élèves vont vous parler, d'accord, de la courbe uniquement, sans pour autant sortir les données.
il faudra faire très attention. Parce que ici, au niveau de la courbe, nous avons deux axes. Nous avons un axe horizontal et un axe vertical. L'axe horizontal traduit quelque chose, de même que l'axe vertical. Ici, au niveau de l'axe horizontal, nous avons l'axe des abscisses, on l'appelle comme ça. Nous avons l'altitude. Au niveau de l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical, nous avons ce qu'on appelle la quantité de dioxygène en grammes dans un litre d'air. Donc, on peut rapidement passer à la correction. Un corrigé qu'on va essayer de commenter. Donc, à la première question, on nous a demandé d'analyser. Maintenant, l'analyse revient à dire, si nous analysons la courbe, on a une seule phase. C'est une phase qui est descendante. Mais là, l'élève ne va pas rester à dire que la courbe descend ou bien la courbe diminue. Mais ici, il s'agit, d'accord, d'une phase qui est descendante. Ça traduit. Ici, nous avons la quantité de dioxygène qui diminue progressivement. C'est une diminution sans arrêt. La diminution progressive se fait en fonction de l'altitude. C'est-à-dire que ici, plus l'altitude augmente, plus nous avons la quantité de dioxygène qui diminue. À la deuxième question, on nous a demandé la question de savoir quel est le problème confronté par l'organisme en altitude. Ici, on va répondre en disant que à l'altitude, l'organisme est confronté à un problème d'adaptation au manque d'oxygène. C'est tout ce qu'on appelle le mal des montagnes. Donc toujours nous avons l'organisme qui est confronté à un problème d'adaptation dû au manque d'oxygène. À la troisième question, on nous demande la question de savoir comment l'augmentation des mouvements respiratoires permet de compenser la faible teneur en dioxygène en altitude. Donc là, l'organisme qui est confronté à un problème d'adaptation dû au manque d'oxygène ne va pas rester comme ça. L'organisme va déclencher un mécanisme de régulation. C'est la raison pour laquelle on va dire en effet, cette augmentation des mouvements respiratoires permet à l'organisme de s'adapter. En quoi faisant? En faisant pénétrer plus d'air dans les poumons, ce qui lui permet de prélever une grande partie ou bien une grande quantité d'oxygène en un minimum de temps. Donc c'était ça le corrigé de l'exercice. Après cette correction, nous allons passer à quelques rappels. D'accord. Peut-être corriger qu'ils peuvent retrouver sur la page igfm.sn du groupe Futur Média. Merci. Bon, en ce qui concerne les rappels, je rappelle que nous sommes toujours dans la leçon portant sur la respiration chez l'espèce humaine. Notre organisme fonctionne et en fonctionnant, cet organisme fait des échanges avec son environnement. Que fait l'organisme? L'organisme va prélever du dioxygène et rejeter du dioxyde de carbone, ce qu'on appelle le gaz carbonique. Maintenant, ces échanges de gaz se font à travers un mécanisme qu'on appelle la respiration. Et qui dit respiration va retenir ce qu'on appelle les mouvements respiratoires. Mouvement respiratoire. Mouvement respiratoire. Quand on parle de mouvement respiratoire, c'est un ensemble formé par deux phases. La première phase, c'est quoi?
c'est l'inspiration. Et la deuxième phase, c'est quoi? C'est l'expiration. Si nous avons une inspiration, plus une expiration, nous avons ce qu'on appelle un mouvement respiratoire. Dans un mouvement respiratoire, nous avons un premier temps qu'on appelle l'inspiration et un second temps qu'on appelle l'expiration. Maintenant, pour chaque phase, nous avons ce qu'on appelle une manifestation de l'appareil respiratoire. Au moment de l'inspiration, qu'est-ce qui va se passer? Au moment de l'inspiration, on a ce qu'on appelle une entrée d'air. L'air, ou bien de l'air entre dans les poumons. Et cet air qui entre dans les poumons va occasionner l'augmentation de la cage thoracique. Et ceci se manifeste par quoi? Par une augmentation du volume de la cage thoracique. Chers élèves, quand on vous demande qu'est-ce qui est responsable de cette augmentation de la cage thoracique, répondez en disant que l'augmentation du volume de la cage thoracique est due aux contractions des muscles intercostaux qui se trouvent entre les côtes. Ici, si on regarde bien, ici nous avons l'expiration, là nous avons l'expiration. Et ce que vous voyez en rose, d'accord, ce sont les poumons. Le poumon droit et le poumon gauche. Sous les deux poumons, nous avons une sorte de toile qui nous permet de séparer le thorax et l'abdomen. Le thorax, c'est la partie du ventre qui contient l'appareil respiratoire. Le ventre, c'est la partie du ventre où on va trouver les viscères, etc. Lors de l'inspiration, les muscles intercostaux vont se contracter. Et en se contractant, les muscles vont augmenter le volume de la cage thoracique parce qu'il y a entrée d'air. Mais ici, on va dire que l'inspiration est un phénomène qui est actif. Pourquoi l'inspiration est un phénomène actif, chers élèves? Parce que l'inspiration demande de l'énergie. Parce que pour que les muscles puissent se contracter, il faut qu'il ait ce qu'on appelle de l'énergie. Sans énergie, les muscles intercostaux ne pourront pas se contracter. C'est la raison pour laquelle on dit que l'inspiration est un phénomène qui est actif. Revenons à l'expiration. L'expiration correspond à quoi? Correspond à une sortie d'air. L'air sort des poumons. Maintenant, l'air qui sort des poumons va occasionner ce qu'on appelle une diminution du volume de la cage thoracique. Et là-bas, au niveau de l'expiration, on va constater, d'accord, un abaissement, d'accord, du diaphragme. C'est ça qu'on appelle le diaphragme. Lors de l'inspiration, le diaphragme va baisser. Lors de l'expiration, le diaphragme va remonter. On ne va pas parler aussi de respiration sans pour autant parler de l'appareil qui est là. Cet appareil, vous reconnaissez, chers élèves. Cet appareil s'appelle l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire qui est composé de quoi? Appareil respiratoire qui est composé par deux éléments. Nous avons ce qu'on appelle les voies respiratoires et les poumons. Les voies respiratoires et les poumons. Ici, de là à là, nous avons ce qu'on appelle les voies respiratoires. Mais ce que vous voyez là, les deux lobes qui sont là, c'est ça qu'on appelle les poumons. Les voies respiratoires sont, chers élèves, on va citer les voies respiratoires, qui sont les conduits par lesquelles l'air est
acheminer. Nous avons les narines qui se trouvent au niveau du nez. Nous avons les fosses nasales. Nous avons le pharynx. Nous avons le larynx. Nous avons la trachée artère. Nous avons les bronches et nous avons les bronchioles. Donc ce sont les éléments constituant les voies respiratoires. En plus de ces voies respiratoires, nous avons parlé des poumons, qui sont des organes qui sont spongieux et élastiques. Donc ce sont les deux lobes qui sont là. Donc chaque poumon est subdivisé en lobes. Le poumon droit est subdivisé en 3 lobes, mais le poumon gauche est subdivisé en deux lobes. Chaque lobe aussi est également subdivisé en lobules pulmonaires. Au niveau de ces lobules pulmonaires, nous allons retrouver des sacs à air qu'on appelle des alvéoles pulmonaires. Donc l'ensemble de ces alvéoles pulmonaires vont constituer la surface d'échange, d'accord, entre le sang et les poumons. Maintenant, une fois que nous avons terminé de parler de l'appareil respiratoire, on va directement parler, d'accord, de ce qu'on appelle le transport des gaz respiratoires. En ce qui concerne le transport des gaz respiratoires, le transport se fait suivant 2 modules. Une première module ou bien une première forme qui est dite forme dissoute et une deuxième forme qui est dite forme combinée. Nous avons 2 gaz qui sont transportés lors de la respiration. Les 2 gaz sont le dioxygène et le gaz carbonique qu'on appelle le dioxyde de carbone. Maintenant, pour le transport de ces gaz, il y a un pigment qui va intervenir qui joue un rôle très important. Et ce pigment-là sera à trouver dans les hématies. Les hématies sont les globules rouges. Maintenant, ces gaz peuvent être transportés sous forme dissoute. C'est-à-dire, ces gaz vont se mélanger avec le plasma sanguin. L'autre manière de transporter ces gaz, c'est quoi? C'est la forme combinée. C'est-à-dire que nous pouvons avoir le dioxygène qui va être combiné à l'hémoglobine, d'accord, pour former, d'accord, une molécule qu'on appelle HbO2 qui va permettre de transporter ce qu'on appelle le dioxygène de l'air jusqu'au niveau des cellules. Nous avons aussi l'hémoglobine qui va être combinée avec le dioxyde de carbone pour former une autre molécule qu'on appelle HbCO2. Donc toujours, d'accord, cette molécule va permettre le transport du CO2, d'accord, jusqu'au niveau des poumons pour être rejeté hors de l'organisme. Donc ici, cette molécule, on l'appelle oxyhémoglobine. HbCO2, c'est carbohémo, c'est ce qu'on appelle carbohémoglobine. Donc c'est l'hémoglobine qui va nous permettre d'assurer le transport des gaz respiratoires jusqu'au niveau des cellules. Après le transport des gaz respiratoires, nous allons parler, d'accord, des précautions que l'individu doit prendre pour éviter, d'accord, le dysfonctionnement de l'appareil respiratoire. Il faut éviter ce qu'on appelle le tabagisme. Le tabagisme. C'est quoi le tabagisme? Dans le mot tabagisme, nous allons pouvoir sortir un mot tabac. Le tabagisme est une intoxication due à l'usage prolongé du tabac. Le tabagisme est nocif. Parce que n'importe quelle quantité que vous pouvez prendre, ça va détériorer votre organisme.
Donc, la fumée dégagée par le tabac contient des substances qui sont nocives, à savoir le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone, qui peuvent causer pas mal de maladies respiratoires, à savoir quoi? Le cancer des poumons et les maladies cardiovasculaires. Maintenant, il faudra éviter aussi ce qu'on appelle la pollution atmosphérique, parce que ceci pourrait détériorer le fonctionnement de l'appareil respiratoire. Donc, professeur, c'était ça qu'on voulait présenter pour échanger un peu avec les élèves, surtout en cette période de coronavirus qui affecte les poumons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Abdulaziz Gueye, professeur de SVT. Il est venu juste après Inspecteur Seck et aujourd'hui, je pense, Dr Massamba, nous avons encore eu une belle leçon sur la respiration après la leçon de la dernière fois sur le rein. Oui, mais moi qui ai été tuberculeux en 1988, voilà, c'est une leçon qui me touche personnellement, parce que je sais ce que veut dire la fragilité des poumons. Il a abordé le tabagisme, mais quand j'ai été atteint de tuberculose, je me souviens, quand j'étais hospitalisé à Louga, le médecin, il a fait les radios, il a regardé, il m'a dit, est-ce que tu as jamais fumé? J'ai dit non, il me dit, toi, je te promets de te guérir. Ça veut dire que donc le tabagisme était... Et ce jour-là, j'ai remercié le ciel de n'avoir jamais fumé. Et j'ai engagé un combat contre le tabac parce que je savais que c'était un ennemi mortel. Donc merci de nous avoir donné... Que les gens comprennent que le coronavirus est dangereux parce qu'il s'attaque directement au siège de notre vie. Parce que quand quelqu'un meurt, on dit qu'il a arrêté de respirer. Et apparemment, c'est l'espace préféré du virus. Ah ben oui, mais le virus, il est intelligent. Et je dis, nous tous qui avons été tuberculeux, quand on a parlé de coronavirus, dès que j'ai entendu attaquer les poumons, je me suis souvenu des douleurs que j'ai eues dans ma vie, des souffrances que j'ai eues quand j'ai eu la tuberculose, des 6 mois pendant lesquels je ne devais approcher personne parce que s'approcher des gens, c'était la possibilité les 3 premiers mois de les rendre tuberculeux. Et je m'étais dit, je sais ce que je souffre et il n'est pas question de transmettre ça à quelqu'un. Je prie tous ceux qui pensent qu'ils sont malades. Je vous prie de rester sur place. Ne faites pas souffrir les gens. Vous savez la souffrance qu'on a quand le poumon est attaqué. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît. Cela demande beaucoup de responsabilité, docteur Massamba. C'est extrêmement douloureux, la souffrance des poitrines. Donc que le coronavirus là s'arrête ici. J'ai souffert de la poitrine, j'ai eu la tuberculose et ce n'est pas le coronavirus, ce n'est pas le Covid-19. Je vous assure que le jour où les poumons sont attaqués, la souffrance est atroce et la douleur est inexplicable. S'il vous plaît, battons-nous pour que cette douleur-là s'arrête. Je me suis engagé dans ce combat parce que je sais ce que veut dire de souffrir des poumons. Donc, ayons une attitude responsable, chacun à son niveau, en respectant les mesures d'hygiène. C'est d'abord se protéger, mais aussi c'est aussi protéger son prochain, si on peut parler ainsi. D'abord protéger les autres. Oui. En tout cas, merci beaucoup, docteur Massamba, pour ce témoignage, cette main tendue, cet appel à l'endroit des Sénégalais. Disons tout simplement à l'endroit des peuples, parce qu'aujourd'hui, c'est l'humanité qui est affectée avec le coronavirus. Donc, ça demande une attitude responsable de la part des uns et des autres. Alors, protégeons l'humanité, c'est capital, c'est nécessaire. Maintenant, nous allons parler littérature et nous allons accueillir M. Mboup. Lui, je pense qu'il n'a pas de cale sur le plateau, ou bien les Mbouben, ils ont... Si c'est... Ah bon, si c'est Ngari? Oui, le réalisateur et son chef. Le réalisateur et son chef. Ah d'accord, il paraît, le réalisateur dit qu'il est votre roi. Maintenant, vous le verrez tout à l'heure, il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Ouais, merci beaucoup, M. Mboup. Et avec vous, nous allons parler d'un roman produit par un philosophe et écrivain français, un roman qui est très très connu du système éducatif sénégalais.
Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, je suis venu répondre à l'appel de l'honneur. Merci. N'est-ce pas? Puisque quand Massamba appelle, tout le monde doit venir. Au garde à vous. Au garde à vous, c'est ça. Moi, souvent, je marche avec mes livres, mais aujourd'hui, je marche avec mes livres, avec ma chose qui me sauve. Et c'est important. C'est capital. C'est capital. C'est capital. Alors, le gel est capital. C'est ça. Alors, c'est important. Merci beaucoup. Je suis venu aujourd'hui ici pour présenter à mes élèves ce livre intéressant. On peut dire qu'un best-seller, n'est-ce pas? Parce que L'étranger d'Albert Camus, c'est l'ouvrage d'un prix Nobel de littérature, publié en 1942, en temps de guerre, et autour d'une notion que l'on appelle l'absurde, qui montre cette chose qu'il y a entre l'homme et le monde. L'homme et le monde, cela veut dire qu'au fond, on dirait que l'homme est dans un environnement qu'il ne maîtrise pas. Et pour comprendre cela, il faut lire d'abord le mythe de Sisyphe. C'est l'essai philosophique, n'est-ce pas, illustré par un récit, n'est-ce pas, qu'on appelle L'étranger. Et pour lire un ouvrage, je profite de cette occasion pour dire que lire un ouvrage, c'est d'abord faire comme ça. Parce qu'au fond, il s'agit d'une œuvre intégrale. Quand il s'agit d'une œuvre intégrale, tu prends l'œuvre, comme ça. C'est ce qu'on appelle première page de couverture. Et sur la première page de couverture, tu vois le nom de l'auteur. Il s'appelle Albert Camus. Vous voyez le titre de l'ouvrage, L'étranger. C'est un titre qui accroche. Parce que quand on dit étranger, on n'a pas une idée claire de ce que l'on veut dire. Parce que d'habitude, l'étranger, c'est quelqu'un qui est là dans un espace qui n'était pas son espace, n'est-ce pas, qui quitte un espace pour un autre espace. Il est un étranger dans une maison, étranger dans un pays, étranger peut-être dans une ville. Mais c'est pourquoi, c'est là où réside d'ailleurs la grande problématique de l'absurde. Parce qu'en lisant cet ouvrage, on trouve qu'il s'agit d'une histoire d'un homme qui s'appelle Meursault. Meursault, dans les premières lignes de l'Inspit, il dit aujourd'hui, maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué, cela ne veut rien dire. Et ces premières phrases que l'on appelle l'Incipit, les premières lignes de roman, on l'appelle l'Incipit. Aujourd'hui, maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué, cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Ce petit passage que l'on appelle l'Incipit a une signification forte. Parce que ça permet, dès au début, de dire que ce Meursault-là, ce narrateur, qui n'est pas l'auteur, il faut faire la différence entre narrateur et l'auteur. L'auteur ici, c'est Albert Camus. Le narrateur, il s'appelle Meursault. On le verra à l'intérieur de l'ouvrage, à l'intérieur de l'histoire. Alors, il vient enterrer et recevoir l'information d'une mère morte avec tranquillité, comme on dirait qu'il y a un divorce entre cette sensation que nous avons quand nous perdons notre maman et que cette sensation-là que Meursault a quand on annonce la mort de sa mère. Je l'ai vu dans deux ouvrages, dans L'étranger d'Albert Camus et dans Le vin d'assassin de Baudelaire. Ma femme est morte et je suis libre. Je puis boire tout mon saoul. Et lorsque je rentrais sans un sou, ce cri me déchirait la fibre. Autant qu'un roi, je suis heureux. L'air est pur, le ciel admirable. On était semblables lorsque j'en devais amoureux. Et on comprend aisément que cette conception de Meursault, qui voit que sa mère est morte, il doit avoir un sentiment de souffrance après une douleur. Mais ce que l'on voit, c'est qu'au fond, après cette perte d'un être cher, on voit que véritablement, il n'y a pas véritablement un sentiment de déception, on ne voit pas véritablement une souffrance chez le poète. C'est le premier acte de l'absurde que l'on note dans cet ouvrage. Alors, l'ouvrage, on commence d'abord par vous faire l'histoire. L'histoire, c'est un homme qui s'appelle Meursault, à qui on a annoncé la mort de sa mère. Après, il vient, il assiste aux enterrements.
avec un cœur, n'est-ce pas, tranquille, qui ne sent pas véritablement ce que les autres sentent quand on les annonce la mort de leur mère. Alors, il a parlé avec le concierge, il a parlé avec le directeur, il a assisté aux funérailles, il a bu du thé. Tous ces problèmes-là réunis montrent un homme insensible. Alors, cette insensibilité-là, parce qu'après l'enterrement de sa mère, le dimanche, il a rencontré une jeune fille qui s'appelle Marie. On a baigné ensemble. Ils sont allés voir un film comique de Fernandel. Les semaines suivantes, il a un ami qui s'appelle Raymond. N'est-ce pas? Ils sont allés à la plage. Ensuite, ils ont tué un arabe. C'est là le grand problème maintenant, le nœud de l'histoire. Parce que quand ils ont tué l'arabe, un autre problème se pose. Parce qu'en tuant l'arabe, il annonce un véritable problème qui ouvre les portes du malheur. Et si vous me permettez, c'est à la page 91. Je ne sais pas si... À la page 91, il dit « J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source. L'arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage. Il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brume du soleil gagnait mes joues. Et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser sur mes soucis. Après, en cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Tout cela, après, lorsqu'il a tiré, il a dit « J'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte ». Cela veut dire que j'ai tiré 4 fois sur un corps inerte. Il a d'abord tiré pour tuer l'arabe. Ça, il a dit que c'est le soleil. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la grosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour. Le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que j'ai frappé sur la porte du malheur. Et vous comprenez aisément que là, Meursault, dans son attitude, a bouleversé l'espace, a bouleversé le temps et a bouleversé même la conception de la responsabilité que l'on doit définir sur l'attitude quand on prend une ambition ou l'intention de tirer. Alors, cette histoire se termine sur un jugement, un procès. Mais qu'est-ce qu'on voit? On nous présente un homme insensible qui est dépourvu d'empathie, qui ne sent pas la souffrance des autres, qui ne juge pas et qui ne dit que la vérité, parce que c'est un homme sincère. C'est un homme qui n'a pas besoin, n'est-ce pas, de juger les autres, parce que ne juge pas, tu ne seras pas jugé. Mais ici, dans cet ouvrage, Meursault sera jugé. Et le procès, c'est entre un procureur et un avocat. On fait passer un à un, n'est-ce pas, ces passages entre la mort de sa mère et les coups de balle tirés. Sa mère est morte. Le passage du directeur, le passage du concierge, le passage de Pérez, qui était l'amant de sa mère, on peut dire. Ensuite, le passage de Marie, sa fiancée, n'est-ce pas? Le passage de Raymond, n'est-ce pas? Le passage du vieux Salomon. Tout le monde passe. Et Meursault, qui est le responsable, on dirait qu'il ne prend pas la parole. Donc, c'est la société qui juge maintenant. Et sous cet angle-là, Meursault ne prend pas la parole et il est jugé par l'action de la société, par le regard de la société. Un homme qui ne juge pas la société, mais il sera jugé par sa société. Et sous cet angle-là, Meursault devient le jouet même de son destin. Alors, c'est l'expression d'un fatum, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un environnement où on peut apprécier le comportement de Meursault à partir du fatum. Le fatum veut dire le dire des dieux.
C'est ce que les musulmans appellent le kun fayakun, n'est-ce pas, la volonté divine. Parce que toujours, quand on lui pose la question à savoir pourquoi ceci, pourquoi cela, il dit c'est le hasard. Et le hasard, sous cet angle-là, est compris par la notion de destin ou de destinée. C'est pourquoi le dernier passage, la dernière expression de Meursault, quand il a été jugé et condamné, après l'arrivée de l'aumônier, pour lui faire revenir et accepter la volonté de Dieu, accepter qu'il y a un Dieu qui est là et qui pardonne, il a repoussé l'aumônier. Parce que son intention, ce n'était pas de rejeter ses fautes. Son intention, ce n'était pas de montrer qu'il n'était pas responsable de ses actes, mais de comprendre à ceux qui veulent comprendre que véritablement l'homme naît seul et meurt seul. L'homme est maître de son destin. Et c'est pourquoi il est intéressant aujourd'hui, au moment où on parle beaucoup de coronavirus, que l'on comprenne que véritablement l'homme naît seul et meurt seul. N'est-ce pas? Mais meurt seul, si on coupe le nom, il y a le verbe mourir et le verbe sauver. Sémantiquement parlant. Mais il y a aussi, phonétiquement parlant, on entend meurt et seul. N'est-ce pas? Donc, mourir, sauver, c'est sous l'angle, n'est-ce pas, sous la vision solitaire de son engagement, mais meurt seul, c'est sous la vision solitaire de son engagement. Là-bas, c'est solidaire, ici, c'est solitaire. Et c'est important, parce que chaque action seule choisie doit engager aussi la responsabilité des autres. Chaque action posée en tant qu'individu, c'est pourquoi quand on dit agir de telle sorte que la maxime de votre comportement se rédige à une loi universelle. Et c'est ça Meursault. C'est pourquoi la dernière phrase, les derniers passages de Meursault, il dit: comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir, devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde, de l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin. J'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Et c'est important ce passage, parce qu'au fond, on trouve un homme qui est seul dans sa conception du monde, parce qu'il pose ce divorce qui existe entre sa compréhension des choses et le monde qui réclame explication et qui n'aura jamais. Et la société qui juge à partir des actes et qu'au fond, cette société-là elle-même ne se juge pas. Parce que si on prend exemple par exemple, le juge ne juge pas Meursault parce qu'il a tué l'arabe. Mais le juge juge Meursault parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Et Albert Camus dit, nous sommes dans une société où un être est condamné à mort parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Et c'est là où réside le caractère absurde même de la philosophie d'Albert Camus. Parce qu'on ne juge pas les faits. Et pourtant, dès le début, le procureur a dit, il est juge de faits. Et ce qu'on voit, c'est qu'il ne juge pas les faits. On ne juge pas les faits, mais on juge son rapport social, ses rapports avec ses individus, ses rapports avec sa mère, ses rapports avec ses amis, ses rapports avec Marie, ses rapports avec Père Salomon, et ce qui n'est pas juste dans un tribunal sérieux et qui se veut juste, on juge à partir des actes, n'est-ce pas, à partir des faits et non pas à partir des rapports avec les individus. Et c'est ce creux-là que le juge conçoit comme une attitude, n'est-ce pas, qui élimine un personnage parce qu'il ne sait pas que c'est un être qui ne doit pas vivre dans une société où on a besoin de cœurs qui s'ouvrent, n'est-ce pas, pour les autres hommes et de cœurs qui aiment les autres hommes. Et ce dernier passage, vous le trouverez peut-être dans les confessions de Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas, quand il dit que la trompette du jugement dernier sonne quand il voudra. Je viendrai ce livre à la main. Je dirai avec la même franchise ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de mal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'attitude de Meursault est une attitude courageuse parce qu'il prend son destin à quatre mains. C'est-à-dire que de manière très simple, c'est ce que je voulais donner comme explication, faire comprendre aux élèves. C'est-à-dire pour expliquer cet ouvrage,
on donne aux professeurs la possibilité, parce que nous sommes dans les classes, mais au moins on s'ouvre sur une conception très naturelle, n'est-ce pas, pour lire un ouvrage. Pour lire un ouvrage. On ne lit pas comme ça un ouvrage, mais pour lire un ouvrage, s'il s'agit surtout d'un roman, il faut connaître son contexte. Son contexte est important. Connaître, au-delà de son contexte social, son contexte littéraire. Parce qu'ici, nous sommes en 1942. C'est le temps de la guerre. La raison a perdu la guerre. La force, n'est-ce pas, a été défaite. N'est-ce pas? Donc, sur cet angle-là, n'est-ce pas, on ne peut apporter une autre vision du monde, proposant un autre regard sur les hommes, parce qu'on n'est plus dans un monde où la raison ne se doit triompher. Et c'est là, monsieur, ce que j'avais à dire aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'expliquer un ouvrage très difficile, mais permettre à tout le monde, n'est-ce pas, puisque la réflexion continue dans les salles de classe. C'était ça ma petite contribution à apporter ici. Et merci à Soumbène. Je vous en prie, elle est grande la contribution. Elle est immense, elle est monumentale. Le Ndoukoumane peut être fier de vous. Ah ben oui, vous n'avez pas fait tous ces kilomètres pour rien. Mais surtout qu'il est fils de Ndoukoumane, qui a fait ses études au Ndoukoumane et qui est devenu professeur dans l'école où il était élève. C'est hyper important et moi je voudrais quand même le saluer parce que je l'ai connu élève. J'étais jeune professeur. Je l'ai connu, j'avais une troupe de théâtre à Koungheul, c'est le Diallo avec une troupe de théâtre à Kaffrine. Et par le théâtre, nous apprenions le français à nos élèves. Aujourd'hui, de le voir aussi à l'aise, parlant, expliquant sa passion, et c'est hyper important. Il a fait l'entrée par le personnage. Et lorsqu'on analyse un roman, on a plusieurs entrées. Vous pouvez choisir l'entrée par l'espace, l'entrée par le temps, l'entrée par le style, l'entrée par le contexte. Il pouvait partir du paratexte pour entrer, mais il a choisi l'entrée exceptionnelle en cette période. L'entrée par l'homme, par le personnage, pour aller vers la responsabilité sociétale qui nous tient en ce moment. Et c'est ça l'intelligence de l'enseignant. L'intelligence de l'enseignant, c'est la saisie de la situation immédiate et la transformer en discours pour que la réception de l'élève ne soit pas une réception passive, mais une réception participative qui donne un sens à la parole du professeur. Vous savez, lorsque vous passez devant une classe et que vous entendez le maître plus que les élèves, il y a un problème pédagogique. Je voudrais te dire que je suis fier de toi. Merci et que beaucoup. Tes professeurs de français, Baïdi Daf, Célou Diallo, doivent aussi être très fiers de toi. Bravo. Ce pays est pétri de jeunes talents et tu fais partie des talents que nous avons. Merci. Il est le symbole de la qualité de l'école publique sénégalaise. Exactement. Magnifique. Exactement. Et merci d'être venu pour nous appuyer. Merci beaucoup. Merci d'être venu pour nous appuyer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Cheikh Mboup, professeur de français. Merci pour cette générosité, cette façon de parler, de transmettre le savoir. Je pense que c'est important. Et aujourd'hui, c'était tout pour la salle des profs. Je pense que nous avons bouclé les 3 cours du jour, si je peux parler ainsi. Ces moments de partage de connaissances, ils sont là encore. Le dispositif a certes changé, coronavirus oblige, mais ils sont encore là, déterminés à nous accompagner et à aller jusqu'au bout. C'est le cas pour monsieur Damsek, inspecteur formateur. C'est aussi le cas pour monsieur Abdelaziz Gueye, professeur de SVT. Et vous l'avez constaté, nous avons terminé avec la littérature, mais ce fut de beaux moments de partage. Merci beaucoup, docteur Massamba. Merci aux parents, merci aux élèves qui nous suivent, merci à toutes les personnes qui nous appuient, qui nous appellent et qui nous encouragent. Merci aussi à ceux qui disent qu'on n'aurait pas dû le faire. Mais nous l'avons fait. Merci beaucoup, docteur Massamba. En tout cas, mille merci, chers apprenants, pour la patience, mais aussi pour la présence. Et encore merci à nos chers professeurs. Merci aussi à l'équipe technique. Juste préciser que vous pouvez retrouver tout ça sur igfm.sn ou bien sur la page Facebook, salle des professeurs TFM, où vous pouvez aussi avoir des moments de rencontre, de partage avec les professeurs. C'est encore possible. Nous sommes encore là pour vous accompagner. Je pense que n'oublions pas le livre, mais bon, aujourd'hui je suis un peu tentée de cacher Alimoto pour aller prendre Albert Camus, l'étranger, mais bon, on verra la semaine prochaine qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, mille merci, chers apprenants. Prenez bien note, relisez, essayez tout ce que vous pouvez. L'essentiel, c'est de garder le contact avec l'école. En tout cas, nous sommes là ensemble avec vous, et comme j'ai l'habitude de le dire chaque jour, ensemble, Inch'Allah, nous y arriverons. Merci beaucoup. may nu wér
gudd fan amiin ndax nu man laa way li nu yéene sang be mooy way Serigne Sall bilaay me nu wér gudd fan man ndax ma man laa way li nu yéene sang be mooy way Serigne Sall bilaay may nu wér gudd fan amiin ndax nu man laa way li nu yéene sang be mooy way Serigne Sall bilaay may nu wér gudd fan man ndax ma man laa way li ma yéene sang be mooy way Serigne Sall yow coronavirus dugg na waaye Mbàkke musal nu cee Serigne Sall bilaay may nu wér gudd fan man ndax ma man laa way li ma yéene sang be mooy way Serigne Sall yow coronavirus dugg na waaye Mbàkke musal nu cee Serigne Sall bilaay may nu wér gudd fan man ndax ma man laa way li ma yéene sang be mooy way Serigne Sall la ko dalee Siin bi lay Europe ba Amérique Mbàkke ñi na nga leen musal yow Serigne Sall bilaay may nu wér gudd fan man ndax ma man laa way li ma yéene sang be mooy way Serigne Sall la ko dalee Siin bi lay Europe ba Amérique Mbàkke daal na nga leen musal yow Serigne Sall bilaay may nu wér gudd fan man ndax ma man laa way li ma yéene sang be mooy way Serigne Sall